Donc, je vous présente notre conférencier, c'est Maître Philippe-André Tessier. Alors, Maître Philippe-André Tessier est membre du Barreau du Québec depuis 2001. Il pratique en droit parapublic. Il a été nommé président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse par l'Assemblée nationale le 28 février 2019. Avant sa nomination à la commission, il était associé et chef du groupe de droit du travail chez Robinson Shepherd Shapiro et sa pratique était axée sur le droit du travail et de l'emploi ainsi que le droit administratif. Donc, à cette expérience s'ajoute sa forte implication au sein de son ordre professionnel. Il a été président de l'Association du Jeune Barreau de Montréal, secrétaire et trésorier du Conseil du Barreau de Montréal, ainsi que membre du comité exécutif et du Conseil général du Barreau du Québec. Alors, Maître Tessier, bonjour, je vous laisse la parole et bonne conférence. Bonjour, merci. Alors, je vais partager mon écran pour vous permettre de voir le PowerPoint qui a été préparé pour la conférence d'aujourd'hui. Pour les conférences en virtuel, c'est toujours plus agréable. Donc, j'espère que vous pourrez me dire si vous voyez bien mon écran. Oui, on voit bien votre écran. Bon, bien, merveilleux. Alors, donc, simplement pour vous dire que, donc, pour le Salon Visée Droit pour aujourd'hui, donc la présentation, c'est basé sur une campagne que la commission a fait qui s'appelle Recruter sans discriminer. Il y a beaucoup d'éléments d'information dont je vous parle aujourd'hui qui se retrouvent et qui sont accessibles sur le site web de la commission et qui sont sur plusieurs de nos médias sociaux. Il y a aussi des capsules sur YouTube, donc des personnes qui seraient intéressées à en savoir un peu plus. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces différents outils. Vous voyez un peu brièvement là, le contenu de la présentation qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être simplement pour rappeler aux gens qui sont moins familiers avec la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. C'est une charte qui contient de nombreuses dispositions, dont celle dont on va aborder aujourd'hui, qui est plus particulièrement le droit à l'égalité, donc les articles 10 et suivants de la Charte, qui consacre le droit à la non-discrimination en droit québécois. Mais dans cette charte-là, il y a aussi d'autres types de droits. Donc, il y a ce qu'on appelle les droits et libertés fondamentales, les libertés et les droits fondamentaux. Par exemple, le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à la vie privée. Il y a des droits politiques, le droit de déposer, de se présenter aux élections. Il y a ça dans la Charte québécoise, de déposer des pétitions à l'Assemblée nationale. Les droits judiciaires, ceux-là sont de façon plus classique associés à la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, par exemple, en matière criminelle et pénale, le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit au silence, donc des droits qui sont plus en lien avec le système de justice, et des droits économiques et sociaux qui sont quand même une particularité de la Charte québécoise. Là, donc, ces droits-là qui sont, par exemple, le droit à l'éducation dans la mesure prévue par la loi. Donc, c'est une charte qui contient beaucoup de ces éléments-là qui visent à venir protéger les droits des citoyens et des citoyennes du Québec. Donc, le mandat pour ce qui est de la commission, on a, comme le nom le dit, on a deux volets. Donc, le volet droit de la personne, le volet droit de la jeunesse. Donc, pour ce qui est des droits de la personne, c'est la promotion et la défense des droits garantis par la Charte et aussi par la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Quand vous entendez parler d'accès à l'égalité en emploi, c'est la commission qui a ce rôle-là. Et du côté jeunesse, c'est pour ce qui est de la protection de la jeunesse, la fameuse LPJ dont on entend beaucoup parler dans les médias, et aussi la LSJPA, qui est un peu moins connue, mais qui est la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, donc les jeunes de 12 à 18 ans qui sont accusés d'une infraction criminelle ou pénale ont leur propre régime devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Donc, nos services dans ces deux volets-là, on a des services de recherche et de publication, d'éducation et de coopération. Donc, aujourd'hui, on est dans le cœur de notre mission d'éducation. Donc, on a d'ailleurs des conseillers en éducation et coopération qui ont participé lors du Salon Visée Droit les 3 dernières journées avec un kiosque. On a un service de conseil en accommodement raisonnable qui est offert
à la grandeur du Québec. Les programmes d'accès à l'égalité en emploi, j'en parlais. Les plaintes et les enquêtes, c'est ça dont on va parler un peu plus aujourd'hui, la médiation et la représentation judiciaire. Donc, ça ici, pour ce qui est de notre conférence aujourd'hui, donc pour ce qui est de la Charte québécoise en milieu de travail, je vous parlais tout à l'heure des différents droits et libertés fondamentales. Alors, donc, vous les avez ici un peu énumérés. Le respect de la vie privée, j'y ai parlé. Mais aussi un droit économique et social. Tout à l'heure, je faisais référence à l'article 46. Donc, le droit à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent la santé, la sécurité et l'intégrité physique du salarié ou de la salariée. Donc, vous avez un peu d'un seul regard là, ce qui s'applique plus spécifiquement. Pour ce qui est maintenant des motifs de discrimination, le fameux droit à l'égalité, article 10. Donc, vous les avez ici énumérés, il y en a 14. Donc, on va en regarder quelques-uns aujourd'hui ensemble. Donc, je vous passe tout de suite à ce qui est de l'article 10. Le droit à l'égalité, comment est-ce qu'il fonctionne, sa méthode de fonctionnement, c'est qu'on considère qu'il y a discrimination quand il y a justement une distinction, c'est souligné dans le texte, une distinction, une exclusion ou une préférence basée sur les caractéristiques personnelles, là, les articles, les motifs qu'on vient de mentionner, qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à l'égalité de la personne. Évidemment, maintenant, en milieu de travail, il existe une exception qui s'appelle l'exigence professionnelle justifiée, donc l'EPJ pour les amateurs d'acronymes. Ça, c'est prévu à l'article 20 de la Charte. Donc, ces distinctions-là qu'on mentionnait, ces préférences-là qui sont normalement interdites, sont, lorsqu'elle est fondée sur les aptitudes ou les qualités requises par un emploi, elle est réputée non discriminatoire. Il y a aussi une autre exception, le ou, lorsqu'on parle du type d'employeur, le caractère charitable, religieux, politique et éducatif d'une institution qui est vouée à un groupe, est réputé aussi non discriminatoire. Donc, c'est le PJ, c'est la façon qu'elle est consacrée dans la Charte québécoise. Et donc, on pourra regarder ça un petit peu plus en détail ensemble. Je m'excuse, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais bon, je m'excuse, je vais juste faire quelque chose pendant que je ne veux pas que ça sonne pendant qu'on fait la présentation. Alors donc, si je continue sur la présentation en elle-même, vous avez ici des situations où l'expérience de la discrimination peut être vécue, donc dans certains secteurs. Vous avez les motifs, là, on peut avoir des exemples, on ne les fera pas ensemble aujourd'hui, mais simplement pour vous dire qu'évidemment, la discrimination, on la voit dans le logement, dans les commerces et les services publics, les lieux publics, pardon, et les personnes en situation d'autorité. Là, vous avez, par exemple, les services policiers. Ça, c'est pour ce qui est de ces trois expériences-là, de ces trois secteurs-là. Pour ce qui est du travail, bien, le classique, c'est la fameuse entrevue d'embauche ou le congédiement. Et évidemment aussi, bon, les conditions de travail en elles-mêmes. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est un peu à travers les différents motifs que vous avez dans la rangée de gauche, certains exemples ou certains cas vécus de certaines situations. Et puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir ensemble passer à travers les différents exemples. Peut-être un mot parce que je crois pas que la discrimination en matière d'emploi est le sujet de la conférence aujourd'hui, mais juste pour vous dire qu'évidemment, la discrimination dans le logement, on a aussi une campagne sur ça présentement, à louer sans discriminer. Juste pour préciser, évidemment, que le rôle de la commission, il se situe avant qu'un bail soit signé. Juste pour préciser que lorsqu'on est en cours de bail, j'aime toujours ça le préciser là, pour diriger les gens au bon endroit. Donc, il faut s'adresser au tribunal administratif du logement parce que c'est lui qui a compétence lorsqu'on est en cours de bail. Lorsqu'on est avant la signature du bail, c'est généralement des cas de refus de logement pour les motifs prohibés que vous avez là. Bien, simplement pour vous dire que ces éléments-là sont à ce moment-là de la compétence de la commission. Et on a plusieurs outils qui sont disponibles encore une fois sur notre site web et une campagne en cours présentement, notamment dans le métro de Montréal, s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu ou entreaperçu.
Puis, ben, pour ce qui est des personnes associations d'autorité, juste pour le dire, parce que c'est important aussi que ces éléments-là, je sais qu'ils sont quand même assez d'actualité on n'entend pas beaucoup parler dans les médias, c'est toute la question du profilage racial, donc qui est une déclinaison de la discrimination basée sur la race, l'origine ethnique nationale ou la couleur. Donc, ces motifs-là qui sont interprétés de façon concomitante, lorsqu'une une personne en situation d'autorité va exercer une distinction, une préférence, une exclusion dont on a vu basée sur l'origine ethnique de la personne, bien là, on peut se retrouver dans une situation de profilage racial. Et donc, c'est sur souvent ces causes-là dont on entend parler présentement dans les médias. Il y a d'ailleurs des projets de loi qui sont présentement discutés à l'Assemblée nationale sur cette question-là, les interpellations. Donc, simplement pour vous dire que c'est cet élément-là qu'on parle. Et pour ce qui est des commerces et des lieux publics, juste un mot là-dessus aussi, pour vous dire que ça, on en a beaucoup entendu parler pendant la pandémie. Donc, les fameux accès aux locaux, aux services. Beaucoup de gens portaient plainte ou voulaient porter plainte à la commission parce que, par exemple, on exigeait le port du masque. Et ça, ben, juste le préciser, si jamais il y en a d'entre vous qui ne le saviez pas, mais évidemment, la commission a pris comme avis que le port du masque n'était pas constitué de discrimination et c'était possible de l'exiger pour avoir accès à un commerce ou un lieu public. De notre côté, il a fallu faire quand même beaucoup d'éducation puis de sensibilisation auprès du public parce qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient à tort que d'exiger ou d'imposer un masque, c'était quelque chose qui était contraire à leurs droits et libertés fondamentaux. Avec une petite nuance, évidemment, si le port du masque en question pouvait mettre en danger une personne qui avait une condition médicale préexistante. Puis d'ailleurs, on va y venir parce qu'on va justement passer à la diapositive sur la définition du handicap. Donc, c'est un des motifs, évidemment, qui est prohibé par la charte. C'est un motif qui, bon an, bon an, est le motif principal des plaintes que la commission reçoit, que ce soit en matière d'emploi, accès aux lieux de services publics ou autres. Donc, c'est vraiment un motif très important de discrimination encore aujourd'hui au Québec, malheureusement. Donc, c'est un des avantages qui vous limite physiquement, mentalement, psychologiquement. Et le handicap, il faut comprendre, on l'associe souvent là, au petit pictogramme de la personne en chaise roulante. Mais il faut savoir qu'un handicap, ce n'est pas juste un handicap moteur comme la personne qui est en chaise roulante. Évidemment, c'est les personnes ça peut être les personnes aveugles, mais ça peut être aussi pas juste des conditions physiques. Vous en avez des exemples ici permanentes. Ça peut être aussi des situations temporaires ou épisodiques. Donc, vous en avez des exemples. Et ça inclut aussi des troubles psychologiques. Et ça, ben, on entend de plus en plus beaucoup parler de santé mentale et des problèmes de santé mentale. Mais il faut comprendre que le handicap, ça couvre aussi ces éléments-là. Et aussi, vous avez le mot perçu en bas à droite là, dans la diapositive. C'est sûr, certain que perçu, ce que ça veut dire, c'est que le handicap peut être aussi ce que l'employeur, lors d'une démarche d'emploi, va percevoir, va penser voir chez un employé. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est quelqu'un qui a eu des maux de dos. Ben, cette personne-là va être perçue comme ayant un handicap qui va l'empêcher d'exercer son travail pour le futur. Et ça, ben, ça, ici, il va falloir faire très attention quand on est un employeur, puis on utilise ce genre de préjugés-là ou de prétextes-là pour ne pas retenir quelqu'un en emploi, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on va venir discriminer cette personne-là sur la base de ce handicap-là perçu. Même si la personne elle-même n'a pas, au moment où on se parle, un handicap, oui, parce que ça va être une situation temporaire, elle va avoir eu des maux de dos, mais elle ne les aura pas au moment de l'entrevue d'embauche. Donc, juste qu'on se comprenne bien, la personne peut être parfaitement en santé, mais l'employeur va pouvoir la discriminer sur un handicap perçu compte tenu de l'historique d'emploi ou de maladie de la personne. Donc, ça, c'est un peu les grandes catégories du handicap. Je ne vais pas les lire, là, vous avez eu le temps de les regarder. Maintenant aussi, la charte prévoit que c'est le handicap ou un moyen par palier. Bon, ben, vous avez une image là, de chien guide. Encore une fois, c'est le classique. Parce que je dis le classique, parce que, encore une fois, au Québec, en 2023, la Commission reçoit encore plusieurs plaintes pour des refus d'accès à des commerces, des hôtels,
des restaurants, toutes sortes de situations, lorsque une personne qui, évidemment, on parle beaucoup de personnes donc aveugles ou qui ont besoin de l'assistance d'un chien guide, là, les fameux chiens Mira, c'est ça que dans l'imaginaire populaire dont on entend beaucoup parler. Mais il faut comprendre aussi que ces chiens-là peuvent être aussi des chiens d'assistance pour des personnes qui ont d'autres problématiques de santé. Ce n'est pas uniquement. Puis, il y a pas, bien que Mira soit quand même un précurseur, puis un organisme très important dans le domaine, ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres aussi organismes qui fournissent des chiens d'assistance pour toutes sortes de problématiques. Et aussi, ben, les moyens, ben, vous le voyez aussi, des logiciels, des thérapies. Alors, donc, des lunettes, des prothèses, des orthèses, il y a toutes sortes d'autres moyens pour pallier le handicap. Mais je vous parle des chiens d'assistance, des chiens guides, parce que, encore une fois, là, bonhomme allant, c'est un domaine qui génère, c'est une situation qui génère malheureusement des plaintes à la commission. Et donc, on est obligé d'intervenir. On essaie le plus souvent possible d'essayer de régler ces situations-là, d'expliquer aux commerçants qu'ils ne peuvent pas refuser l'accès à un commerce, même un commerce qui contient des aliments, même un commerce qui contient, où la personne prétend avoir toutes sortes de bonnes raisons, du tapis. On entend toutes sortes d'excuses ou de justifications pour refuser l'accès à des lieux pour des chiens guides, mais c'est assez discriminatoire de refuser un tel accès en raison d'un chien guide, donc je tiens à le souligner. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Et juste pour préciser aussi, le délai là, en termes de temps, Jordan, je sais que ça se prolonge c'est 1 heure maximum, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est ça, incluant un petit 10-15 minutes de période de questions à la fin, si possible. Ben oui, il n'y a pas de problème, on va laisser Ouais. du temps. OK, donc je vais poursuivre tranquillement. Alors, le deuxième motif, hein, j'y ai fait référence tout à l'heure. Donc, le mot race, on le met en guillemets. Pourquoi les guillemets? Ben, parce que c'est important à dire aussi. Donc, la race n'existe pas. Nous sommes tous membres de la même race, la race humaine. Donc, la race telle qu'on l'entend, c'est un construit social. C'est une invention de l'être humain pour catégoriser les êtres humains selon des caractéristiques physiques ou culturelles. Lorsqu'on regarde un être humain sous le microscope, ben, on est tous identiques et tous pareils. Donc, l'origine ethnique, ça, par exemple, évidemment, ça, ben, vous l'aurez compris, c'est l'appartenance à différentes traditions, différents groupes culturels. L'origine nationale, ben, c'est le pays d'origine. Donc, et la couleur de la peau, ben, ça le dit. Alors, ça, c'est le motif, je vous dirais, là, le deuxième motif sur lequel la commission reçoit ou entend des plaintes, tant en milieu de travail, mais aussi, comme je vous donnais l'exemple, des situations de profilage racial. Un motif qui est plus récent, qui fait aussi un peu couler d'encre médiatique présentement. Ce motif-là, c'est l'identité ou l'expression de genre. Donc, évidemment, on parle ici des personnes trans non-binaires. Et c'est un motif qui a été ajouté récemment à la charte. On parle de 2016-2017, donc ça a été introduit à la charte québécoise des droits et libertés comme un élément spécifique de discrimination interdite. Donc, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Un autre élément qui est prévu dans la charte de façon explicite, c'est la grossesse. Il y a la discrimination en fonction du sexe, il y a la discrimination en fonction de l'orientation sexuelle, mais on est venu préciser également le fait d'être enceinte ou d'accoucher, donc tout ce qui entoure la grossesse pour éviter une interprétation qui dirait là, que cet élément-là n'est pas constitué de discrimination. Alors donc, le législateur a prévu expressément le motif grossesse comme motif de discrimination. Et là, je vous donnais des petits exemples. Alors, on en a 3. Donc, vous avez ici donc, un vendeur en magasin qui a remis sa démission car on refusait d'ajuster son horaire pour lui permettre de s'absenter les samedis pour fréquenter son lieu de culte. Alors, donc, ici, tout le règlement de l'entreprise, tous les employés sont tenus de travailler une fin de semaine sur 2 en semaine. Évidemment, là, donc, je ne vous demanderai pas d'y répondre, mais parce que c'est une présentation que les services d'éducation font. Je vous parlais des conseillers en éducation et coopération là, qui agissent comme agents de formation un peu partout sur le territoire du Québec. Donc, généralement, lorsqu'on est en salle, bien, on a ces échanges-là. Mais simplement pour vous donner un exemple que ce genre d'histoire-là, bien, c'est une belle illustration de
une norme qui est d'apparence neutre. Alors, il y a un règlement pour tout le monde, il est le même pour tout le monde, il est pareil. Tout le monde doit travailler la semaine, puis une semaine sur deux. Le problème, c'est que ça pose un problème pour les employés pour qui la fin de semaine ne correspond pas à la fin de semaine, donc la fin de semaine du calendrier, en fonction de leurs convictions religieuses, ne correspondent pas. Et ça, ça a été décidé quand même il y a quand même un certain temps, en Cour suprême dans les années 80. C'est un peu de là aussi d'où vient la notion d'accommodement raisonnable en milieu de travail. C'est le fait qu'une norme d'apparence neutre peut impacter de façon différente certaines populations en fonction de leurs croyances. Par exemple, pour ce qui est des populations de confession juive, pour certaines de ces personnes-là, le respect du sabbat le vendredi et le samedi est très important, les empêche de travailler. Donc, on va accommoder la personne en aménageant son horaire pour tenir compte de cet enjeu-là. Mais pour la personne de confession juive, le dimanche, il ne pose pas de problème. Donc, on va souvent essayer de trouver des aménagements, des accommodements raisonnables. Tant que cet accommodement-là ne crée pas une contrainte excessive pour l'employeur, on va pouvoir y venir un peu plus loin. Deuxième exemple que je voulais vous donner, une entreprise qui doit mettre à pied dans le contexte de pandémie. Donc, un employé qui refuse de retourner au travail pour ses obligations familiales. Donc, on exige la présence au bureau au même titre des collègues. C'est sûr, certain que si les obligations familiales en droit québécois, dans la Charte québécoise, ce n'est pas explicitement mentionné comme motif de discrimination. Donc, et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel il y a déjà eu des débats et des questionnements, même en jurisprudence, même devant la Cour d'appel du Québec. Mais une personne ne peut pas utiliser les obligations familiales, donc le fait de s'occuper des enfants, comme motif de discrimination. Ce qu'on peut exercer comme motif de discrimination, ce sont les 14 motifs dont je vous ai parlé plus tôt, là, la liste. Et donc, c'est sûr, certain que cet élément-là et la situation de famille, l'état de famille, en droit québécois n'est pas un motif. Et le dernier, ici, vous avez un exemple un peu de discrimination basée, je vous donne un peu la réponse à l'avance, basée sur un handicap perçu. Donc, vous avez quelqu'un qui est un employé performant, mais qui a un trouble d'anxiété, qui se fait refuser un poste. Mais encore là, on va présumer que la personne est incapable d'exercer ce travail-là sur la base du diagnostic, plutôt que de laisser la personne démontrer ses compétences, alors qu'elle est comme employée très compétente. Donc, on ne peut pas se baser sur un motif de discrimination d'interdit pour venir refuser ou empêcher une personne un poste ou même une promotion dans un poste. Donc, la discrimination, ce n'est pas juste avant l'emploi ou à la fin de l'emploi, c'est en cours d'emploi également. Je passe à la prochaine diapo. Les types de discrimination. Vous en avez 3. La plus classique, c'est la discrimination directe. Alors, ça, c'est celle qui est aussi la plus facile à prouver. Alors, par exemple, là, c'est la personne qui se fait refuser un logement parce qu'on dit à la personne, vous avez des enfants, moi, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas d'enfants qui me marchent sur la tête. Donc, ça, c'est l'état civil. Donc, c'est la personne a des enfants, donc se fait discriminer en raison de ça. En emploi, c'est par exemple, moi, je n'engage pas des personnes de telle ou telle origine. Ça, vous aurez compris que c'est une discrimination directe et elle est faite de façon ouverte et avouée. La discrimination indirecte, on va se le dire, la discrimination directe, c'est plus rare parce que les gens sont quand même conscients, mais il y en a quand même encore des cas. Donc, on le mentionne. La discrimination indirecte, j'y faisais référence tout à l'heure, c'est quand il y a une règle ou une politique qui semble neutre, d'apparence neutre, mais qui devient un désavantage pour une personne ou un groupe. Donc, je vous l'exemple de tout à l'heure, pour les horaires de travail, ça, c'est un exemple de discrimination indirecte. Et donc, on se retrouve à avoir ce genre d'exemple-là que je vous ai donné tout à l'heure. Et la discrimination systémique, on en entend parler du mot systémique. Donc, ça ici, c'est la discrimination, elle, qui fait plus appel à des normes, des préjugés présents dans la société, dans les organisations. Donc, cette discrimination-là, elle va être un petit peu plus insidieuse parce qu'elle ne découle pas nécessairement de normes ou d'applications, mais vraiment de normes ou de stéréotypes ou de préjugés. Donc, lorsqu'on parle de discrimination systémique, quand je parlais tout à l'heure de profilage racial, mais ce genre de situations-là ont des exemples. Mais ce qu'on peut avoir aussi comme exemple de discrimination systémique en emploi, ça va être par exemple le fait que
les femmes ne sont pas suffisamment ou ne sont pas assez fortes pour occuper tel emploi ou tel type d'emploi. Donc, on va baser un système d'emploi sur un préjugé, un stéréotype envers les femmes. Et d'ailleurs, donc, il y a des causes encore là de la Cour suprême, de la Cour d'appel du Québec, là, impliquant des employeurs ou des systèmes d'emploi qui empêchaient finalement les femmes ou faisaient en sorte que les femmes n'avaient jamais des postes. Bien, ces systèmes-là ont été exposés par la preuve et ont été décrits comme un phénomène de discrimination systémique et ultimement là, cassés et invalidés par les tribunaux en se basant sur les chartes des droits et libertés de la personne. Donc, ça, c'est l'élément de la discrimination systémique en quelques mots. Maintenant, la discrimination en embauche. Alors, les phases, vous avez ici là, les séquences, hein, donc de la phase de pré-embauche. Donc, généralement, vous avez un affichage, vous avez un questionnaire. Donc, en partant, on s'entend, il peut y avoir de la discrimination dans l'affichage. On peut mettre des exigences dans l'affichage qui sont discriminatoires. C'est encore là plus rare, ça va être plus de la discrimination directe, parce que maintenant, bon, ces éléments-là sont rentrés plus dans les mœurs de la société, mais il y a encore, on voit encore des fois des affichages de postes qui pourraient contenir des éléments discriminatoires, comme un poste réservé à des hommes ou des femmes, et ça va être vraiment extrêmement difficile de venir justifier pourquoi ce genre de situation-là se produit. Dans le questionnaire d'embauche, ça, c'est un plus classique. Les questionnaires d'embauche, on va avoir des questions qui vont venir un peu à travers souvent soit un questionnaire ou l'entrevue. On va venir demander des questions peut-être un peu plus intrusives dans la vie de la personne. Encore une fois, là, si la personne a déjà consommé des médicaments pour essayer de voir qu'est-ce que la personne, est-ce qu'il y a une condition médicale préexistante, ou on va demander à la personne si elle va avoir des enfants pour voir sa disponibilité. Des fois, même les gens vont demander de façon très candide de vous venez de où. Bien, ça, c'est des questions qui sont prohibées parce qu'ils n'ont pas de lien avec l'emploi. Il y a un article de la Charte qui l'interdit expressément, c'est l'article 18.1. Donc, il y a des questions qui sont interdites dans un processus de questionnaire ou d'entrevue d'embauche. Et l'autre phase des tests de pré-embauche, j'ai fait un peu référence, les fameux tests médicaux pré-embauche, des tests psychologiques de personnalité ou des enquêtes de crédit. On va s'attacher plus aux tests médicaux. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de l'exigence professionnelle justifiée. Ben là, c'est là où ça s'applique. Alors, il est possible pour un employeur qui demande à quelqu'un dont le travail exige de soulever des poids dans le cadre de son travail. La personne, c'est un manutentionnaire, il faut qu'il lève des caisses. Donc, c'est normal d'exiger que la personne soit capable de lever des caisses sans risque pour sa santé. Ça, c'est ce qu'on appelle une exigence professionnelle justifiée. On va poser. Mais ça ne serait pas normal de demander à la personne, avez-vous déjà subi une dépression? Parce que le fait de lever des boîtes puis d'être déprimé, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Donc, il va falloir limiter les tests, limiter, que ce soit psychologiques ou médicaux, limiter ces éléments-là uniquement à ce qui est nécessaire pour pardon, j'ai appuyé sur le bouton, ce qui est nécessaire pour l'emploi. Donc, par la suite, ben, vous avez encore là, dans la phase d'emploi, hein, vous avez donc dans l'embauche, la formation, vous avez des périodes de probation, les conditions de travail. Vous parlez de conditions de travail justes et raisonnables. Vous parlez aussi d'absence de discrimination tout au cours de l'emploi. Mais que ce soit encore une fois pour une promotion, une mutation, un déplacement d'un employé, une mise à pied, un congédiement, même les catégories d'emploi, il faut s'assurer que ces éléments-là sont exempts des motifs de discrimination. Et plus particulièrement, bien, évidemment, le cas classique, là, c'est le congédiement. Donc, on va congédier une personne parce que, puis ça, c'est des cas qui vont se retrouver tant à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mais également, vous allez en voir au niveau de la Commission des normes de l'équité, santé et sécurité au travail, en vertu de la loi sur les normes du travail, il y a de nombreux cas de congédiement. Donc, lorsque, par exemple, un employeur a harcelé un employé au niveau sexuel ou au niveau de son origine ethnique nationale, on voit encore ces cas-là. Bien évidemment, vous aurez compris qu'à ce moment-là, le congédiement il est invalidé par
la nature des gestes posés par l'employeur et il va être cassé, que ce soit par le tribunal des droits de la personne, suite à une enquête, un dossier de la commission, ou par le tribunal administratif du travail lorsqu'on est au niveau des normes du travail. Donc, ça, évidemment, c'est des cas classiques là, que l'on voit, mais je vous parlais tout à l'heure aussi qu'on ne peut pas se servir de motifs interdits de discrimination pour refuser des promotions. Par exemple, le fait que tel salarié a des enfants versus tel autre qui n'en a pas, ça, à ce moment-là, évidemment, aussi, c'est un motif de discrimination interdit. Juste pour vous donner une idée, là aussi, c'était l'acétate suivante que j'ai appuyée par la garde tout à l'heure. Donc, les enquêtes, là, pour vous donner une idée, dans l'année dernière, 21-22, dans le secteur du travail, donc les circonstances, là, vous voyez, c'est 46 c'est du congédiement de mise à pied. Donc, on s'entend que c'est souvent dans ces cas-là, mais vous avez 30 donc à l'embauche et vous avez là, en cours d'emploi 16 Donc, vraiment, là, donc, à la fin de la relation d'emploi, au début, mais également là, en cours d'emploi, il y a aussi des situations de discrimination qui vont se vivre. Et vous avez dans l'autre roue, là, donc les motifs maintenant, vous avez les différents motifs. Je vous parlais tout à l'heure du handicap, qui est à 28 race, couleur ethnique nationale, le deuxième. Et les antécédents judiciaires qui sont le troisième. Puis ça, ben, on va y venir là, dans quelques instants, fait que je vais revenir là-dessus. Juste pour vous montrer aussi, on voit hein, le motif âge, qui est aussi un motif qui est quand même utilisé encore pour discriminer les gens. Donc, j'y reviens tout à l'heure. L'offre d'emploi, on parlait tout à l'heure qu'on ne peut pas utiliser là, donc, des avis, des symboles qui comportent une discrimination. Donc, ça, c'est l'article 11 de la Charte, c'est donc interdit. Donc, vous avez les examens dans l'offre d'emploi qu'on doit respecter. Bien, on veut avoir des types d'emplois non genrés, parce qu'évidemment, encore là, déjà, ça donne un peu une idée là, de si on vient genrer les postes, bien, c'est une idée qu'on a une tendance. Des critères d'apparence physique également, donc de ne pas exiger ce genre de test-là. Puis évidemment, d'avoir des exigences d'emploi objectives. Ça, c'est toujours la bonne chose à faire. Je vous parlais du fameux formulaire. Il y a l'article spécifique, le 18.1, vous le voyez ici. Donc, il est écrit au long. Hein, on ne peut pas requérir un renseignement. Donc, on ne peut même pas demander, poser la question, même juste par curiosité, sur un des motifs prohibés, sauf si ça sert à l'emploi. Mais de demander à quelqu'un s'il pense avoir des enfants, on se comprendra, ça ne sert à rien à savoir pour l'emploi, ça sert à identifier puis à faire un peu le tri. Alors ça, ce genre de questions-là sont interdites. OK? Puis de savoir l'origine nationale ou ethnique d'une personne, même chose, ça n'a pas d'impact sur l'emploi qui va être effectué. Ce n'est pas une exigence professionnelle qui peut être justifiée. Donc ça aussi, c'est une question là, qu'un employeur, même de bonne foi, même sans intention aucune, doit absolument s'abstenir de poser. Donc, évidemment, là, il y a des questions qu'on peut poser. Hein? Voici des exemples. Puis, ben, l'idéal, c'est toujours de poser ces questions-là après l'embauche. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des éléments qui viennent nous permettre de constituer le dossier d'employé, mais qui ne sont pas utiles pour le processus d'embauche. Ben, par exemple, la date de naissance, je vous parlais de discrimination sur l'âge tout à l'heure, mais c'est utile une fois que l'embauche est effectuée pour justement les impôts, les numéros d'assurance sociale, les personnes à contacter, et aussi des éléments comme des photographies, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est un peu plus intrusif, bien, on va attendre après l'embauche pour obtenir ce genre d'informations-là. Ça va être une façon beaucoup plus prudente de procéder à un processus d'embauche. Vous avez ici une petite, vous reconnaissez les médias sociaux. Hein? Alors, donc, on s'entend qu'on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Donc, un employeur qui utiliserait les médias sociaux pour faire la même chose qu'il ne pourrait pas faire en posant des questions, ben, 18.1 va s'appliquer aussi dans ces situations-là. Alors, évidemment, il faut éviter d'aller fouiller sur les médias sociaux de la personne qu'on a en entrevue pour essayer de découvrir des éléments qu'on ne pourrait pas obtenir autrement par 18.1. Peut-être des petites précisions aussi ici. C'est souvent des questions qu'on a, par exemple. Donc, est-ce que la commission ça la protège? Est-ce que la charte, ça s'applique finalement des personnes qui ne sont pas citoyens ou qui ne sont pas résidents? La réponse est oui, la charte québécoise s'applique à toute personne qui se situe sur le territoire du Québec. L'exemple, c'est par exemple les travailleurs étrangers temporaires, dont le Québec dépend beaucoup là, pour plusieurs secteurs d'activité. Même si ceux-ci ne sont pas résidents ou citoyens,
mais même chose pour les demandeurs d'asile. Donc, ces personnes-là vont être couvertes par la Charte québécoise. Un exemple, dépression saisonnière, hein, on parlait tantôt de handicap. Mais encore là, c'est parce qu'on va être sur le handicap perçu ici. Donc, c'est sûr, certain que la dépression soit un handicap ou pas, ce qui va être important, c'est que l'employeur va poser un jugement, va poser des questions sur des éléments qui viennent lui indiquer qu'il y a une perception de son côté que la personne ne pourra pas œuvrer adéquatement dans son milieu de travail. Sans tenir compte du fait qu'on doit également aussi, comme je l'ai dit plus tôt, accommoder les employés de façon toujours encore là raisonnable, sans contrainte excessive pour l'employeur. Questionnaire d'embauche, hein, langue maternelle, je vous donnais cet exemple-là, je vous donnais l'exemple d'où on vient, bon, langue maternelle. Ce genre de questions-là, encore une fois, c'est un motif prohibé, la langue à 10. Donc, on ne peut pas demander ça. Est-ce qu'on peut demander à la personne si on a besoin de quelqu'un pour faire du service à la clientèle? Est-ce que vous parlez français ou anglais? Oui, parce que cette question-là va être une EPJ dans un contexte précis. Encore là, lorsque celle-ci est permise aussi par une autre loi qui s'appelle la Charte de la langue française, mais ça, c'est un autre débat. Dans le cadre d'une entrevue aussi, est-ce qu'on peut demander, là, est-ce que vous avez besoin d'un poste de travail adapté? C'est sûr que l'adaptation des postes de travail, c'est une question qui est importante dans un milieu de travail, mais évidemment, ça va être le genre de question qu'on va vouloir réserver pour après l'embauche. Donc, on va embaucher la personne, et la personne va indiquer qu'il y a là certaines limitations ou certains enjeux. Ça peut être un handicap visuel, par exemple. La personne a une vision là, un peu moins bonne, donc va avoir besoin peut-être d'un poste de travail aménagé. À ce moment-là, l'employeur doit trouver un compromis raisonnable qu'on appelle un accommodement pour permettre à la personne d'exercer son travail. Mais on ne va pas commencer à demander nécessairement ce genre de questions-là à l'avance en emploi, parce qu'encore une fois, ça donne l'ouverture à des plaintes en discrimination. Et la petite dernière, puis j'en parle tout le temps parce que c'est important qu'on le sache, si on peut porter plainte à la commission, si un de nos droits fondamentaux est atteint. Là, par exemple, là, les droits et libertés fondamentales là, qui sont prévus aux articles 1 à 9 de la Charte québécoise des droits et libertés, la réponse, c'est non. Parce que la commission, on ne reçoit pas de plainte sur la base des droits et libertés fondamentaux. Donc, le droit à la vie, sécurité, intégrité de sa personne, la dignité, le droit à la réputation. Donc, les droits qui sont prévus, là, je ne les nomme pas tous, là, mais aux articles 1 à 9. Nous, ce qu'on reçoit comme plainte, c'est ce qu'on disait plus tôt, c'est sur les articles 10, donc le droit à l'égalité, donc sa mise en œuvre, les motifs de discrimination interdits, les questions en matière d'emploi, la discrimination en matière aussi de services, d'accès aux services, etc. Et ça, c'est les articles 10 à 20 de la Charte. Donc, ça, c'est le mandat de la commission. Et c'est là-dessus que nous, on va pouvoir enquêter et ultimement saisir un tribunal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est démuni. Ces droits-là fondamentaux s'appliquent néanmoins, mais à ce moment-là, il faudra que la personne saisisse le tribunal par elle-même. La commission ne pourra pas enquêter sur ce dossier-là. L'apparence physique, maintenant, c'est une question qui est quand même assez fréquente aussi en milieu d'emploi. Donc, même chose, on ne veut pas imposer des caractères discriminatoires. Donc, même chose, il faut le justifier de façon raisonnable. Je parlais de l'exigence professionnelle justifiée. L'employeur doit établir un motif sérieux et légitime pour ne pas le fonder sur des exigences, sur des préjugés. Donc, l'exemple qu'on peut donner pour l'apparence physique, c'est la personne a une barbe. Bon, mais là, la personne travaille dans un milieu où on va être en contact avec des aliments. Bien, oui, c'est sûr qu'on pourrait dire à tout le monde doit être rasé et tout, c'est simple, mais là, encore là, il peut y avoir une atteinte, il peut y avoir discrimination. Donc, ce qu'on va voir, puis vous en avez peut-être déjà vu dans certains commerces, mais on va offrir aux employés là, des espèces de filets là, pour protège un peu, qui empêche la barbe ou les poils de sortir, ou des casques que vous voyez voir dans des milieux où il faut être plus aseptisé. Ça, à ce moment-là, c'est encore une fois, c'est une façon raisonnable d'accommoder, si on veut, la personne de ce côté-là. Et donc, de s'assurer de respecter les droits fondamentaux de la personne. Il faut toujours aussi le faire comme sur la restriction. Lorsqu'il y en a, elle doit aussi être raisonnable. Exemple, si la personne doit porter un masque et le masque doit absolument être un masque en contact avec la peau pour des raisons de santé de la personne, pour protéger la personne, ça, à ce moment-là, la restriction pourrait être raisonnable. Parce qu'évidemment, on va avoir ici, on va vouloir protéger
non seulement la personne qui reçoit le service, mais aussi la personne elle-même. Donc, c'est sûr, certain que ça, à ce moment-là, ça pourrait être jugé comme raisonnable. Ou, on l'a vu aussi en jurisprudence, lorsqu'on est dans le milieu de la construction, dans des milieux dangereux, le port d'un casque de construction, de bottes de construction, d'éléments comme ça qui vont être nécessaires pour protéger la santé de l'employé. Donc, je vous ai parlé aussi de la relation entre l'état de santé d'un individu de la Charte. Vous avez vu à quel point l'état de santé, que ce soit mental, physique, psychologique, d'une personne est constamment mis en jeu par les différents articles et les différents processus, tout particulièrement en matière d'emploi. Lorsqu'on est en situation d'emploi, cette situation de santé-là, elle va être aussi assujettie à d'autres lois. Oui, il y a la Charte, mais je vous ai parlé de la loi sur le du travail, mais il y a la loi sur la santé et sécurité au travail, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, et il y a donc d'autres dispositions qui visent à protéger la santé et la sécurité de la travailleuse, du travailleur dans le milieu de travail. Mais tous ces éléments-là doivent être lus en fonction du droit à la non-discrimination que possèdent tous les employés du Québec, pour ce qui est de notre charte québécoise. Pour ce qui est de la dépendance à l'alcool, drogue, aux jeux, prise de médicaments, c'est aussi un phénomène que l'on voit et qui est présent dans les domaines de la charte. Donc, il faut comprendre que la dépendance à une drogue et à l'alcool, c'est reconnu comme un handicap. Alors, quelqu'un qui est dépendant à une drogue ou dépendant à l'alcool, donc un alcoolique ou donc quelqu'un qui ne peut pas s'en passer, va être reconnu comme handicap en vertu de la Charte. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a des tests de dépistage, on ne distingue pas le type d'usage dont il est question, parce que les tests de dépistage vont récolter, vont recueillir des éléments qui sont des substances actives, mais on ne peut pas déterminer, juste parce qu'il y a une présence d'une substance active, si c'est une dépendance ou c'est un usage récréatif. Donc, il faut toujours comprendre que les tests de ce type-là, à la base, c'est une atteinte aux droits fondamentaux, c'est une atteinte à la vie privée, à l'intégrité de la personne, etc. Donc, ils sont a priori discriminatoires. Donc, ils sont généralement, là, règle du pouce, ce genre de test-là, c'est discriminatoire. Cela dit, c'est sûr, certain que, puis là, je m'excuse, il y a une petite coquille. Donc, il y a des métiers à risque. Donc, ça revient un peu à cette logique-là d'exigence professionnelle justifiée. L'exemple qu'on peut donner, c'est quelqu'un, par exemple, un chauffeur d'autobus scolaire, on doit s'assurer effectivement que cette personne-là conduit l'autobus scolaire avec des enfants de façon sécuritaire et tout. Et donc, lorsque, encore une fois, c'est démontré que c'est fait de façon correcte, il peut y avoir des situations où le test de dépistage aléatoire va être fait, ou lorsqu'on a des motifs raisonnables de croire, l'employeur a des motifs raisonnables de croire qu'il y a quelque chose de problématique chez l'employé, là, à ce moment-là, on peut assujettir l'employé. Mais encore une fois, il y a plusieurs conditions à respecter. Je ne veux pas rentrer trop en détail là-dessus aujourd'hui, mais simplement pour vous dire que la règle générale, c'est attention à ces tests-là, sont généralement tentatoires à vos droits, mais il peut y avoir certaines exceptions qui permettent l'exigence de ce genre de tests. Pour ce qui est des fausses déclarations dans les entrevues, les formulaires d'emploi, c'est sûr, certain que c'est jamais une bonne idée de ne pas répondre à une question dans un formulaire d'embauche. Il est préférable donc de répondre de façon franche et honnête et sincère, même si on a des doutes sur la légalité de la question. Je vous réponds pourquoi? Parce qu'il faut, après ça, on pourra se plaindre après. Mais c'est sûr que si on fait une fausse déclaration, ça devient un peu plus compliqué par la suite s'il y a quelque chose qui se produit, puis que là, on finit par dire à l'employeur, voici, la situation a changé. Mais l'employeur pourrait voir ça comme une fausse déclaration. Puis la charte, elle ne protège pas les fausses déclarations, elle protège contre la discrimination. Et donc, c'est toujours, même si ça peut dans le fond paraître un peu compliqué, c'est toujours préférable de répondre de façon franche et sincère et par la suite, potentiellement, de se plaindre. Tout à l'heure, on parlait de l'enquête de crédit brièvement. Donc, lorsqu'il y a des postes qui demandent des enquêtes de crédit, je vous donne deux exemples de préjugés qu'on se retrouve.
Hein, donc, les personnes en difficulté financière vont être de nature à frauder, ou une personne avec un mauvais dossier de crédit n'est pas capable d'administrer ses finances, ne pourra pas conseiller une future clientèle. C'est sûr et certain que, encore une fois, même dans la question de la gestion des sous, des sommes d'argent, ces éléments-là vont faire l'objet de questions et de préjugés. Donc, simplement pour attirer votre attention là-dessus. J'approche un peu de la fin. Pour vous parler des antécédents judiciaires tout à l'heure, je voulais en glisser un mot. C'est un article spécifique à la Charte. C'est l'article 18.2. Puis lui, il répond à une logique qui est différente du reste de ce que je viens de vous dire. C'est qu'on est venu au Québec protéger les gens qui ont été condamnés, qui ont été reconnus coupables à une infraction pénale ou criminelle. Si l'infraction n'a pas de lien avec l'emploi ou si la personne a obtenu le pardon pour l'infraction qu'elle avait commise. Évidemment, vous aurez compris, le but de ça, c'est de faire en sorte que la personne qui a purgé une peine, qui a payé sa dette à la société, puis qui n'a pas commis d'autres problématiques, puisse être employée. Parce que si on se met à refuser systématiquement d'embaucher des gens parce qu'ils ont un dossier criminel, vous aurez compris qu'en gros, une personne qui a un dossier criminel, on la condamne à être tributaire de l'aide sociale pour le restant de sa vie. Ce n'est pas vraiment un principe, c'est pas une bonne façon, disons, là, de réhabiliter les gens et de les réinsérer dans la société si on les sort d'un centre de détention puis on leur refuse à tout jamais des emplois parce qu'ils ont purgé une peine. Donc, l'article 18.2 a été introduit à la Charte justement pour compenser ou protéger ça, pour permettre, peut-être que je devrais le meilleur mot, là, pour permettre à des personnes qui ont été reconnues coupables de réintégrer le marché du travail. Évidemment, l'exception, la corollaire de ça, c'est qu'on va quand même permettre aux employeurs d'évaluer si l'infraction a un lien avec l'emploi. Donc là, l'exemple classique que l'on donne, c'est par exemple quelqu'un qui va avoir commis un crime en lien avec de la pornographie juvénile ou des crimes de nature sexuelle envers des jeunes, puis qui postule pour devenir éducateur dans un service de garde. Vous aurez compris que là, à ce moment-là, la vérification des antécédents judiciaires qui va révéler ça va permettre à l'employeur de dire, vous avez commis un crime qui a un lien avec l'emploi. Donc, à ce moment-là, on va devoir refuser l'emploi et ça, ça serait justifié au sens de 18.2. Mais à l'effet inverse, quelqu'un qui a commis un méfait, qui a fait du graffiti ou qui est allé dans une bâtisse puis qui a cassé des fenêtres un soir avec bien arrosé, puis que cette personne-là donc, a été reconnue coupable de méfaits publics, a eu une sentence de conditionnel, et puis une amende, mais elle va quand même avoir un dossier criminel. Mais cette personne-là qui postule d'un matin pour obtenir un poste dans une entreprise de service, on ne va pas dire, là, tu as commis un méfait une fois, on ne peut plus te faire confiance, jamais, jamais, jamais. Cette personne-là, le lien avec l'emploi va être un peu plus difficile à établir, vous l'aurez compris, que l'autre exemple que je vous donnais. Donc, les principes, je vous disais qu'il y a des paramètres différents pour appliquer les antécédents judiciaires. Hein, donc, l'employeur a le droit de s'informer, il a le droit de poser la question. Donc, vous vous rappelez 18.1, on n'a pas le droit de poser les questions. C'est l'inverse pour les antécédents judiciaires, on a le droit de poser les questions. Donc, on demande l'autorisation, on respecte le droit à la vie privée. On ne peut pas refuser d'embaucher une personne qui a obtenu un pardon. Hein. Ça, c'est sûr que là c'était le ou, hein, vous l'avez vu, le ou. Quand il y a un pardon aussi qui est ça aussi, c'est un élément qui est important à noter. Et puis le pardon, on s'entend, il faut que ça soit obtenu. Là. Le pardon, il y a toute une démarche à faire par rapport à ça. Ce n'est pas le simple écoulement du temps, là, c'est vraiment, il y a une démarche à remplir pour la personne qui veut obtenir un pardon. Et évidemment, la personne, encore une fois, je vous parlais tantôt de ne pas dire de fausses déclarations, c'est encore plus vrai, c'est vrai en général, mais c'est encore plus vrai sur 18.2. Il ne faut pas taire l'existence de ces antécédents judiciaires parce que ça, c'est sûr certain qu'à ce moment-là, non seulement c'est une fausse déclaration, mais en plus, vous empêchez l'employeur d'exercer son droit de poser la question en vertu 18.2. Pour ce qui est de l'analyse, là, vous l'avez vu, là, je vous ai expliqué tantôt.
Donc, le test, là, la nature de l'infraction, les circonstances, détails, gravité et le type d'emploi. OK? Donc, ça, c'est vraiment, là, je voulais imager, mais d'un point de vue très théorique, là, voici les critères. Donc, il faut analyser la relation de la nature de l'infraction puis le type d'emploi à occuper. Et ça, ben, vous le voyez là. Je vois le temps qui file, fait que je vais passer rapidement sur le vrai ou faux, là, puis on y reviendra. Donc, juste pour finir, avant de passer à la période de questions, l'évaluation, les plaintes chez nous. Ben, nous, on va recevoir les plaintes. On a un délai moyen de 25 jours. On va, après ça, faire une collecte d'informations, choisir l'intervention. Ça, c'est 2 à 3 mois. Et après ça, bien évidemment, on va essayer de faire de la médiation ou si ça ne fonctionne pas en médiation ou si les parties ne veulent pas, bien, on va y aller en enquête. Et ultimement, si on conclut qu'il y a discrimination, bien, on va saisir le tribunal des droits de la personne pour le représenter. Donc, vous avez un peu là, les différentes étapes que l'on suit lorsqu'il y a une plainte à la commission. Et sur ce, ben, je vais cesser le partage et répondre aux questions s'il y en a. Parfait. Ben, merci beaucoup pour la conférence, Maître Tessier. C'est super intéressant. Puis oui, on a déjà quelques questions qui ont été posées par les participants. Alors, la première a été posée, en fait, lorsque vous parliez de la discrimination selon l'apparence physique, quand vous avez mentionné que, par exemple, on pourrait exiger des accommodements raisonnables en lien avec les barbes dans certains cas. La personne demande, et pour le voile, est-ce qu'on peut le restreindre ou le limiter? Oui, ben, c'est une question d'actualité, hein, on le sait. Ben, donc, en gros, évidemment, tout ce qui est croyance religieuse, j'y ai fait référence, aux libertés de conscience, c'est un motif interdit de discrimination. La nuance qu'il faut apporter à ça, c'est qu'au Québec, il a été adopté ce qu'on appelle la loi sur la laïcité, là, la loi 21, qui contient elle, une clause dérogatoire. Et donc, il y a certains employés, principalement, c'est des employés qui travaillent pour l'État, donc les policiers, les juges, les avocats, les enseignants, donc qui ont été considérés par le gouvernement comme détenant des postes d'autorité. Ben donc, ces postes, pour ces postes-là, compte tenu de l'utilisation de la clause dérogatoire et la loi sur la laïcité, ben, le cadre de la charte ne trouve pas application. Donc, le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a adopté la loi 21, elle est venue déroger à la charte, elle est venue exclure ces postes-là de l'analyse dont je vous ai fait état pour ce qui est de la discrimination. Donc, sauf pour ces postes-là, pour le reste des postes, ça serait interdit de discriminer quelqu'un parce qu'elle porte un voile. Merci pour votre réponse. Il y a une autre question qui concerne les antécédents judiciaires. Vous l'avez déjà abordé, je pense, quand vous avez parlé de le lien entre le type d'emploi et la nature de l'infraction, mais la personne demande, pour les écoles, on demande souvent de montrer qu'on n'a pas d'antécédents judiciaires. Est-ce que c'est discriminatoire? Ben, vous l'avez vu, là, ce qui arrive, c'est que les écoles, là, quand vous regardez le type d'emploi, hein, les critères là, qu'on vous parlait, là, les types d'emploi, donc c'est si l'emploi, c'est un modèle social, si la clientèle est vulnérable, contact du public, la vocation de la mission, c'est sûr que ça score très fort sur le lien avec l'emploi. C'est un milieu de travail donc qui exige beaucoup de questions par rapport à ce type d'emploi-là. Mais encore là, il faut qu'il y ait un lien néanmoins. Il faut que la nature de l'infraction, il faut qu'on puisse faire un lien avec ça. Donc, la personne, par exemple, qui a été reconnue coupable, encore là, il y a 20 ans, quand elle avait 19 ans, d'avoir fait, comme je vous dis, là, un méfait, là, un méfait, ça va être de faire des graffitis sur un mur désaffecté. Mais la personne a quand même un dossier criminel. Là, il faut se poser la question, 20 ans plus tard, la personne avait 19 ans, la gravité de l'infraction est quand même assez faible. C'est un immeuble désaffecté, il fait du graffiti. Oui, c'est illégal, mais tout ça, on le met dans la balance, puis on va se dire, ben, il faut quand même que, malgré le type d'emploi, la nature de l'exemplarité, la vulnérabilité, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, il faut encore une fois y aller au cas par cas puis évaluer la nature puis le type de l'emploi. La nature de l'infraction puis le type d'emploi. Super, merci.
On a un autre participant qui demande s'il serait possible. Ah, la personne vous a remercié pour votre réponse. Et on a un autre participant qui demande s'il serait possible de revenir sur la question de dépression saisonnière et de si c'est considéré comme un handicap. Oui, ben c'est toute la notion du handicap perçu là, que j'ai essayé d'expliquer plus tôt. Le handicap perçu, hein, il faut comprendre que la personne qui se présente en emploi, là, elle n'est pas en dépression, là, mais elle a déjà eu des dépressions. Donc là, l'employeur, s'il dit, ben moi, je ne veux pas engager la personne parce que j'ai peur qu'elle va faire d'autres dépressions ou que ça va avoir un problème, mais on n'est pas en train de discriminer la personne sur la base d'un handicap. La personne qu'on a devant nous, elle n'a aucun handicap. Elle n'a pas de dépression, elle n'a pas rien. Mais on perçoit qu'à cause de son historique médical, je vous donnais l'exemple des maux de dos, c'est la même chose, ou des problèmes qu'on a déjà vécus ou des problèmes de consommation par le passé, mais on va présumer que la personne est handicapée. On va la percevoir comme handicapée, même si au moment où on lui parle, elle ne l'est pas. Donc, on va faire une fiction, on va dire, ah ben, elle a déjà été malade, elle va l'être encore. Et à ce moment-là, on va lui refuser l'emploi. Ça, c'est discriminatoire. Parfait, merci. Puis on a un nouveau participant qui demande, vous avez parlé des antécédents judiciaires, comme les gens qui sont reconnus coupables et les gens qui ont fait une demande de pardon. Qu'en est-il des personnes qui se sont vues rejeter leurs accusations? Donc j'imagine Qui ont été acquittés. Exactement. Est-ce Soit considéré un comme arrêt des procédures acquittées, ben à ce moment-là, vous avez une personne acquittée, la présomption d'innocence s'applique. Donc, ça, c'est sûr que ça ne s'applique pas. On parle, la protection de 18.2, elle est contre les personnes qui sont reconnues coupables. Si vous n'avez pas été reconnu coupable, vous n'avez pas de dossier, vous n'avez pas d'antécédent. Donc, la personne qui vous discriminerait sur la base du fait que vous avez juste été accusé, ben, vous avez compris que vous n'avez même pas besoin de vous rendre à 18.2. C'est interdit en soi. Génial. Il n'y a pas encore d'autres questions des participants. Je laisserai peut-être un petit 10. Hop, bon, il y en a une qui vient d'apparaître. OK, donc la personne spécifie en fait en ce qui a trait à la dernière question, elle précise la personne n'a pas été acquittée. Elle a participé, par exemple, à un programme de déjudiciarisation. Est-ce que ça a un impact? Très, très bonne question. C'est sûr, certain que 18.2 s'applique à une reconnaissance de culpabilité. Donc là, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste de la déjudiciarisation. Je ne sais pas si on plaide coupable pour avoir accès à ce genre de programme-là ou pas. Il faudrait voir. Mais pour que 18.2 s'applique, évidemment, il faut avoir été reconnu coupable d'une infraction pénale ou criminelle. Donc, la protection de 18.2 s'applique dans ce cadre-là. Si on n'a pas été reconnu coupable, puis là, il y a toutes des questions aussi d'absolution constitutionnelle inconditionnelle, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Mais ça, à ce moment-là, je vous inviterai peut-être à aller voir sur notre site, puis il y a des réponses à ces questions-là également, plus en détail. Je vous avoue que là, je n'ai pas en tête nécessairement tous les tenants et aboutissants des programmes de déjudiciarisation. Je suis désolé pour la personne qui a posé la question. Pas de problème, c'est parfait. Donc, ça met fin à notre période de questions. Alors, je vous remercie, Maître Tessier, pour cette conférence et pour votre disponibilité pour les questions. Un petit texte de conclusion. Alors, la conférence était présentée par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci à tout le monde et spécialement à Maître Tessier pour la participation. Et ne manquez surtout pas les prochaines activités du Salon Visée Droit. Pour tous les détails, vous pouvez consulter la programmation officielle en vous rendant au salonvisédroit.com. Puis je vous invite d'ailleurs à la consulter fréquemment dans les prochaines semaines parce qu'il y a plusieurs activités qui vont être ajoutées. Aussi, je vous confirme que la conférence va être disponible en rediffusion sur le site web du Barreau de Montréal et les réseaux sociaux du Salon Visée Droit. Alors, vous allez pouvoir la réécouter et la partager avec d'autres gens qui pourraient la trouver pertinente. Donc, encore une fois, merci Maître Tessier, merci tout le monde d'avoir participé, puis bonne fin de journée. Merci.